les congés payés. C'est une merveille, les congés payés. Voilà, c'était 36, mes premières vacances. Rebonsoir, et on prolonge ce documentaire avec nos invités. Marie-Georges Buffet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée communiste de Seine-Saint-Denis, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, ex-secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être venu. Face à vous, Michel Vinocq, bonsoir. Vous êtes historien, vous venez de publier un livre-album, Le Front populaire, expliqué en images, aux éditions du Seuil. Serge Volikov, bonsoir. Vous êtes historien, professeur émérite, vous enseignez à l'université de Bourgogne. Dernier livre, Le Monde du Front populaire, aux éditions du Cherche Midi. Enfin, Nicole Masson, bonsoir. Ancienne professeure d'université. Vous revenez sur cette période charnière de l'entre-deux-guerres avec un très beau livre, Les Victoires du Front populaire, un ouvrage richement illustré avec beaucoup de photos, plus de 100 photos, parfois inédites et d'époque, et des unes du journal Le Populaire. Alors, on vient de voir le documentaire. Il y a vos ouvrages aussi. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un mythe ou des mythes Front populaire? On a vu ces images, ces embrassades, le bal populaire, les premières vacances. Mais en même temps, c'est assez tendu politiquement. C'était assez dur. Il y a une bipolarisation très franche entre la droite et la gauche. Michel Vinocq. Tout dépend ce qu'on entend par mythe, n'est-ce pas ? Si on entend par mythe le mythe force, c'est-à-dire quelque chose qui reste profondément dans la mémoire collective, alors oui, c'est un mythe. C'est le mythe de l'union de la gauche qui est si difficile à faire. C'est le mythe de on peut dire, de la libération ouvrière, de l'émancipation ouvrière. C'est à travers toutes les images que nous avons, les films que nous avons, évidemment, un moment très fort de l'histoire sociale et politique. Alors, évidemment, il y a aussi dans le mot mythe, n'est-ce pas, dans son étymologie, l'idée de mensonge. C'est-à-dire qu'il y a derrière ces images magnifiques, il y a quand même un échec. Ce n'est pas un échec social, certainement pas. Un échec politique. C'est un échec politique. Marie-Georges Buffet, c'était une parenthèse enchantée, Front populaire. Mais pour toute personne aujourd'hui qui agit, qui se bat pour obtenir de nouveaux droits, c'est un souvenir magnifique, c'est inscrit dans la mémoire ouvrière. Les congés payés, bien sûr, mais les accords aussi collectifs, la réduction du temps de travail, la poursuite de la scolarité, on oublie souvent, mais la poursuite de la scolarité, c'est-à-dire faire confiance à l'éducation pour que notre pays avance. Donc moi j'ai un souvenir très récent dans ma ville de Stein où on avait un spectacle pour la nouvelle année avec une compagnie sur le Front populaire et où d'un seul coup la salle vivait ces moments et reprenait les airs. Voilà, on avait presque une manifestation qui accompagnait la pièce de théâtre. Parce que c'est transmis 80 ans après. Oui, puis enfin, écoutez, c'est tellement terne la vie politique aujourd'hui que nous avons, quelque part, on a envie de ça bouge comme ça, on a envie de revivre ces grands moments où il y a à la fois un gouvernement d'union de la gauche, et en effet c'est très difficile, et un mouvement populaire, des grèves qui permettent d'avancer, et avec beaucoup d'audace quand même. Aujourd'hui, comme on voit, quand il faut, pour une toute petite avancée, on a l'impression qu'on va mettre en péril le monde entier. Là, voilà, la France y a été, voilà, avec le mouvement populaire et le gouvernement. Volikov, quelle est la part du mythe ? Moi, je pense qu'effectivement, c'est un moment fondateur, mais il est fondateur parfois au-delà des souvenirs immédiats où à chaque moment, on a un peu la mémoire qui correspond au moment. Aujourd'hui, effectivement, la question des conventions collectives nous ramène à cette époque dans l'organisation du travail, mais il y a la dimension aussi de la mobilisation contre l'extrême droite de l'époque, qui est une extrême droite extrêmement virulente et qui aussi se développe sur des formes de désillusion de la République. C'est un sursaut qui est en même temps républicain et social. Il y a toute une tradition française de l'époque qui est mobilisée et en même temps quelque chose qui fonde l'époque suivante. Donc de ce point de vue, ça n'est pas, c'est dans les deux sens du terme. C'est un mythe au sens fondateur et pas seulement au sens relativement des stéréotypes. Vous voyez, il faut vraiment prendre au sérieux l'idée d'un moment fondateur. Nicole Masson. Je pense aussi que c'est un moment très inédit pour cette génération. C'est-à-dire il faut toujours penser
qu'on est moins de 20 ans après la boucherie de la Première Guerre mondiale. Entre-temps, il y a eu la crise de 29-30 qui a vraiment été une crise de la faim. Il y a des marches de la faim dans les années 30, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et en France tout particulièrement. Donc tout d'un coup, effectivement, l'idée d'une parenthèse enchantée, comme vous dites, c'est évident que... et puis on sait hélas comment ça se termine quelques années plus tard. Donc on a l'impression effectivement d'un moment exceptionnel. Il y a un déclic, ces manifestations de 34, du 6 février 34, manifestations contre les voleurs. Certains dénonceront une tentative de coup d'État fasciste. Est-ce que c'est pas là le déclic? On voulait en gros s'unir pour faire barrage au fascisme. Ouais, si vous voulez bien, je pense que ce que vous dites est très important parce que la France n'est pas isolée. Même les ouvriers français, la gauche française a été secouée par ce qui s'est passé en Allemagne. Ce qui s'est passé en Allemagne... 1933, l'arrivée d'Adolf Hitler... Et donc, il y a une sorte de riposte forte à cet égard, une mobilisation. Michel Vinocq? Eh bien, je pense que le 6 février a été déterminant, mais il n'explique pas, cependant, la formation du Front populaire. Car effectivement, il faut sortir un petit peu du champ français pour voir ce qui se passe en Europe. Et ce qui pointe depuis 1933, mais plus encore depuis 1934, c'est l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et... par conséquent, on va assister à quelque chose qui était inattendu, c'est le changement de ligne de l'internationale communiste. C'est certainement la vision du danger hitlérien qui n'a pas été immédiat de la part de Staline en janvier 1933, mais qui devient évident un an plus tard, en raison de la politique hitlérienne, en raison du pacte avec la Pologne, en raison de tout ce qu'il fait pour déstabiliser le gouvernement autrichien. Voilà le danger. Et par conséquent, alors que depuis 1928, l'internationale avait une ligne qui s'appelait classe contre classe, en raison de laquelle socialistes et communistes étaient des frères ennemis, eh bien, désormais, à partir de ce changement de ligne... Léon Trotsky même appelle les socialistes, les militants français à rejoindre le Parti socialiste, la SFIO à l'époque. C'était encore un autre aspect des choses. Mais le 6 février, autrement dit, a été, je crois, un déclic, comme vous l'avez dit, dans la conscience du danger fasciste. Mais il n'a pas été décisif dans la formation, c'est-à-dire dans l'accord. Dans l'accord qui aura lieu au mois de juillet, le 27 juillet, le pacte d'unité d'action entre socialistes et communistes. Ça, ce n'est pas encore fait le 6 février. Marie-Georges Buffet, le Front populaire, une alliance entre socialistes, communistes et radicaux, c'est ça ou c'est plus large? Il y a certainement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire se rassembler contre le danger du nazisme, du fascisme. Au congrès de Villeurbanne, le Parti communiste dit qui est contre le Front populaire est avec Hitler, qui est avec Hitler est pour la guerre. Donc il y a un positionnement que vous rappelez très net et donc ce besoin de rassemblement. Mais je pense qu'il y a aussi une attitude du Parti communiste qui va favoriser ces rassemblements de la gauche en permettant que les radicaux viennent dans cette union, c'est-à-dire en ne freinant pas un rassemblement qui dépasse un rassemblement entre les communistes et les socialistes. Mais je pense que très vite, les premières grèves qui se déclenchent font que le caractère social prend toute sa place dans cette période, et que c'est ça qui va quand même marquer, je pense, cette période de l'histoire très courte, parce que on parle de quelques semaines, on parle souvent que ça me fait penser à la Commune de Paris, où en très peu de semaines, des choses très importantes sont décidées. Et moi, ce qui me marque surtout, c'est que l'audace, parce que il fallait quand même avoir le courage à la fois de prendre ces décisions au plan social, d'aller vers des lois à temps ces progrès sociaux aussi rapidement. Vous parlez de ces grèves, oui, ces grèves avant même la formation du gouvernement de Front populaire. Bien sûr, les premières grèves. Alors au début, elles ne sont pas si nombreuses que ça. C'est les représailles
aux grèves du 1er mai. Cela dit, Michel Vinocq a dit quelque chose de très important, c'est le processus de constitution du Front populaire n'est pas immédiat. C'est pas une réaction spontanée, c'est pour une part une construction politique. Et il y a eu l'unité d'action, et il y a eu l'invention du mot lui-même, Front populaire, avec le parti radical qui était allié à la droite, au gouvernement. C'était donc un effort très particulier, et c'est Maurice Thorez et surtout Marcel Cachin, ancien dirigeant socialiste devenu personnalité importante du journal L'Humanité, qui prennent l'initiative avec l'Internationale communiste, qui donne le feu vert, mais enfin qui attendent pour voir ce qui va se passer. Et ça a un impact parce qu'il y a quand même aussi une inquiétude, mais aussi une poussée du milieu des intellectuels, d'une partie du mouvement syndical, des instituteurs. Il y a toute une société, en quelque sorte, de gauche qui est complètement, pas traumatisée seulement, mais très inquiète de ce qui s'est passé en Allemagne. Et le Front populaire, ça va être une sorte de formule, disons, habillée aux couleurs de la République, mais d'une République sociale, et qui fait référence au 14 juillet 1935, et qui prépare la victoire électorale qui n'était pas du tout évidente, parce que la gauche était en difficulté. Et c'est seulement après la victoire électorale que les grèves se développent. Et alors cette articulation est souvent méconnue, parce que souvent on pense qu'il y a des grèves et ensuite une traduction politique. C'est exactement, non pas l'inverse, mais la crise économique était forte, le désespoir, et l'ouverture politique a été faite par les élections, et ensuite le monde ouvrier s'est engouffré, si j'ose dire, là-dedans. Et ces grèves, ça a permis peut-être l'accélération des réformes après Oui, Nicole Masson. Je voudrais juste revenir sur une chose. Il me semble quand même que le février 34 a eu un impact sur les intellectuels français. Et le comité de vigilance... Il n'y avait pas que des gens d'extrême droite, il y avait même des communistes qui manifestaient en février 34. Ah oui, il y avait des contre-manifestations. Enfin, tout ça a été très sanglant. Hein. Il faut vraiment se souvenir que là, une manifestation rarement se terminait sans effusion de sang. Donc, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes ou la Ligue de l'enseignement ou tous ces grands mouvements laïques de ces années-là prennent quand même conscience là d'un risque immédiat dans la société française avec la prolifération des ligues. Moi, j'ai essayé dans un premier chapitre du livre de retranscrire un petit peu cette ambiance-là, même si souvent ils finissent par faire front commun, ce sera front contre front, front national, le terme existe déjà à l'époque, entre les ligues, contre le Front populaire et inversement. Enfin, donc il y a quand même une composante française qui n'est pas à négliger, d'autant que je crois que si le 6 février 34 ne marche pas, s'il n'y a pas réellement une prise de pouvoir de l'extrême droite, c'est aussi parce qu'il y a des anciens combattants qui sont au fond partagés entre leur haine toujours de l'ennemi allemand et puis en même temps la volonté d'une société d'ordre. Enfin, ils sont quand même très partagés et ces mouvements d'anciens combattants au dernier moment, au fond, peut-être rechignent à renverser la République. Donc, il y a eu les grèves. Après les grèves, c'est la première fois qu'on met sur la table des négociations gouvernement, patronat et syndicats. C'est la première négociation interprofessionnelle. C'est la première fois que l'État intervient dans un conflit social. Ça n'était jamais arrivé avant. Ouais. Alors, ces grèves, oui, c'est une histoire... Il y a les accords de Matignon. Les grèves ont été un événement qui n'était pas prévu. Évidemment. Le Front populaire, c'est-à-dire l'alliance des trois grands partis, remporte les élections. Notons du reste qu'il n'y a pas un grand changement dans l'opinion, n'est-ce pas? La gauche et la droite sont toujours équilibrées. Le Front populaire l'emporte de très peu. Mais, à l'intérieur de la gauche, il y a eu une poussée à gauche, vers le Parti communiste. Le Parti communiste, qui avait 800 000 voix en 1932, il arrive à 1 500 000 voix en 1936. Et on peut dire que c'est véritablement le démarrage du Parti communiste. Notons aussi que il y avait effectivement les radicaux dans ce Front populaire. Et les radicaux, eux, ils acceptaient quand même de discuter avec les communistes cette fois-ci. Ils étaient moins... parce que, en raison du changement de ligne, encore une fois, de Staline, rappelons-nous qu'en 1935, Staline déclare que la défense nationale, pour les Français, est légitime. Et on va assister, par conséquent, au moment du Front populaire en 1935, d'abord à Buffalo, le 14 juillet, cette espèce de réconciliation grandiose entre
drapeau rouge et le drapeau tricolore, entre l'Internationale et la Marseillaise. Bon, ça fixe par conséquent une toile de fond qui est capitale pour bien comprendre l'attitude des radicaux qui vont, malgré les réticences d'abord, il y a une droite radicale qui n'a jamais accepté le Front populaire et qui va se réveiller bientôt. Mais enfin, il y a dans ce parti radical d'abord la peur de régresser électoralement, il ne faut pas l'oublier, et puis cette nouveauté dans l'attitude du Parti communiste, vous le disiez, Volikoff, c'est vrai, le Parti communiste a encouragé l'alliance, je dirais, la plus large possible de défense face au fascisme. Et ça ira même au point que Maurice Thorez emploiera à un moment contre les socialistes qui n'étaient pas contents le terme Front français, Fonds français, pour élargir, au moment de la guerre d'Espagne, au moment de la guerre d'Espagne, oui, pour élargir au maximum la résistance, par conséquent, y compris aux catholiques, à Hitler. Et il fait appel même aux croix de feu, en mettant croix de feu. Donc vraiment, c'est la défense déjà, c'est déjà la résistance, on pourrait dire. Serge Volikoff. Ben justement, aujourd'hui, avec les éléments de documentation historique, d'archives, notamment les archives de l'Internationale communiste, les archives qui étaient conservées à Moscou, qu'on a pu récupérer et mettre en ligne, on voit bien tout le dispositif et on voit comment le Parti communiste, finalement, en France, c'est un peu un laboratoire de l'antifascisme communiste international. On le retrouvera en Espagne. En même temps, le paradoxe, c'est que les communistes sont extrêmement populaires, y compris dans les grèves. C'est pas eux qui font les grèves, mais en quelque sorte, de même que la CGT qui vient de se réunifier est présente dans les grèves, c'est une grève qui se généralise. C'est pas une grève générale. Alors que de tradition, il y avait les tenants de la grève générale, la grève s'est généralisée. Mais dans cette grève qui s'est généralisée, aujourd'hui, on est dans un jour où le président actuel de la République fait référence à un mot d'ordre de Thorez qui dit « il faut savoir terminer les grèves ». Une grève. Thorez dit cela à la moitié du mois de juin, quand les grèves ont déjà remporté des succès importants grâce aux accords Matignon, et que la question est de savoir, dans cette France divisée, à peu près 50-50, comme disait Michel Vinocq, est-ce qu'il n'y a pas un risque de guerre civile, un risque de division? Et là, Maurice Thorez dit, quand les revendications sont satisfaites, il faut savoir terminer une grève. Vous voyez comme quoi, toute comparaison, mais quand on commence la comparaison, il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, ces grèves ne sont pas des grèves politiques, mais elles se développent dans un contexte politique d'impatience. Le monde ouvrier attend des réformes. Effectivement, pour la première fois, le gouvernement se pose en arbitre, mais en arbitre qui organise d'abord la rencontre avec le patronat qui n'en voulait pas, et ensuite qui présente devant la Chambre des députés et le Sénat des lois qui traduisent en quelque sorte les accords sociaux, les accords interprofessionnels. C'est la première fois et ces lois sont votées en quelques jours. Donc, les accords de Matignon, donc les réformes, il y a la semaine de 40 heures, les conventions collectives et les congés payés, même si on ne s'attendait pas à les avoir. Et les congés payés, la classe ouvrière en 1936, c'était surtout une société rurale, ouvrière, d'origine rurale, pas salariale, comme aujourd'hui. Donc très pauvre, hein, des familles à l'époque qui n'avaient jamais de vacances. On écoute ces témoignages et on réagit juste après. Alors, c'était aussi une société pauvre. On imagine mal aujourd'hui la pauvreté et l'insécurité de la classe ouvrière. C'était la misère. S'il n'y avait pas de pêche, il n'y avait pas de salaire. Ouais, nos parents, ils ont connu autre chose que moi. Hein. Moi, j'ai toujours été frappée par cette histoire que racontait Marguerite Audoux de petits enfants qui étaient, au début du siècle, à l'école maternelle. Ils n'avaient pas apporté de pain pour leur repas de midi. C'était les enfants d'un ouvrier charpentier. Et quand la maîtresse demande « Mais vous n'avez pas de pain aujourd'hui ?» Les petites répondent « Mais non, il a plu hier, madame !» Ça veut dire qu'un ouvrier qui n'avait pas de travail, il n'avait pas de quoi acheter du pain à ses gosses. Voilà, Marie-Georges Buffet, vous réagissez comment à ces témoignages? On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'était une société très dure. Bien sûr, c'est une société très dure. Il n'y a pas les droits, il n'y a pas les congés, il y a le temps de travail est très long. Et bon. Mais j'ai envie de dire, ne tournons pas la page de la misère, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a une pauvreté qui existe toujours.
dans un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, nous avons une augmentation du nombre d'enfants vivant dans des familles sous le seuil de pauvreté. Une augmentation. C'est-à-dire que la pauvreté existe encore dans notre pays. Mais ce qui fait que peut-être aujourd'hui les luttes sont plus difficiles, c'est que on se bat contre quelque chose. Les luttes sont très souvent défensives. On se bat contre la fermeture de son entreprise, contre des licenciements dits économiques, puisqu'on a inventé des tas de termes pour parler des licenciements, du plan social au plan de sauvegarde de l'emploi, c'est magnifique. Bon, donc les luttes sont défensives. Or, là, ce qui apparaît dans cette période du Front populaire, on gagne des choses. On va chercher des nouveaux acquis. On va chercher une amélioration concrète de la vie quotidienne. Et tant qu'on ne retrouvera pas un discours à gauche qui soit un discours de conquête, qui soit un discours où on avance. Je prends la question, par exemple, du temps de travail. C'est pas possible qu'aujourd'hui, on en soit à dire qu'il faut augmenter le temps de travail avec le taux de productivité, etc. Je pense qu'il faut regagner un discours où on va chercher de nouvelles conquêtes. Oui, il faut les 32 heures. Oui, il faut aller plus loin dans l'éducation obligatoire. Et oui, je crois qu'il faut vraiment... Moi, c'est ça qui m'inspire le Front populaire, c'est que la gauche retrouve ce discours de conquête. Et je pense qu'à ce moment-là, le mouvement populaire et un gouvernement de gauche pourraient se marier de bonne façon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur les congés payés, est-ce que c'est pas le début, donc avec le Front populaire, d'un processus, hein, il y a ces 2 semaines de congés payés, hein, avec le Front populaire, Léon Blum, Léo Lagrange, hein, jeune ministre de 36 ans. Il y a une semaine de plus avec Guy Mollet. Après une autre semaine avec Charles de Gaulle et les syndicats de l'usine Renault. Et la 5e semaine, François Mitterrand, Pierre Mauroy. Oui, vous êtes en train de vous demander jusqu'où on va. Oui, écoutez, cette mesure-là, elle est formidable. Formidable. On s'en rend pas compte aujourd'hui, précisément parce qu'on dispose de toutes ces semaines-là, sans parler d'autres congés. Mais si on se replace dans l'époque, véritablement, bon, en 1919 avait été votée la loi des 8 heures, mais on travaillait donc au moins 48 heures, n'est-ce pas, par semaine. Et encore, on faisait beaucoup d'heures supplémentaires parfois quand il y avait du travail. Donc, imaginez la vie d'un ouvrier, d'un travailleur, n'est-ce pas, qui, pendant 365 jours, moins les dimanches, etc., est au travail sans avoir cette perspective. Je dirais que les congés payés, ce n'est pas seulement en soi le bonheur de partir en vacances, c'est pendant toute l'année l'idée qu'il y aura un moment où on va s'arrêter et il y aura une embellie quand même, au moins une fois par an. Ça, c'est vraiment capital. C'est une rupture vraiment dans, je dirais, l'histoire psychologique, n'est-ce pas, sociale. C'est très important. Pour moi, le Front populaire, il y a 2 objets qui le symbolisent. C'est l'accordéon et le tandem. L'accordéon... C'est pas une image d'Épinal, non, c'est vrai. Non. Regardez toutes les photos qui sont dans les albums. Ouais. Les occupations d'usines, chose en soi extraordinaire. Ça s'est fait dans une atmosphère de fête. Tous les témoins le disent. Et on voit donc un peu partout des gens qui dansent. Et même quand les couples ne peuvent pas se former parce que il n'y a que des hommes, par exemple, on voit, dans mon livre, on voit une photo extraordinaire où il n'y a que des hommes qui dansent entre eux au son de l'accordéon. On joue aux cartes. Et l'atmosphère de fête. Et il y a un texte superbe de Simone Veil, la philosophe, qui a participé, qui était ouvrière volontaire aux usines Renault, etc., qui dit que la grève, c'est une fête, mais que c'est une fête en soi. C'est-à-dire, c'est une fête de la dignité, et que quelles que soient les revendications, parfois fort importantes, l'idée même de la grève, cette rupture, encore une fois, dans la quotidienneté du travail manuel terrible, ça a été une délivrance, quelque chose qu'on a du mal à comprendre, je crois, aujourd'hui. Quelque chose. Alors le tandem, c'est, on pourrait dire la bicyclette, mais à l'époque, moi je suis frappé. Vous avez vu toutes ces photos et ces films. Il y a eu une sorte d'expansion du tandem où on voyait les couples, n'est-ce pas, aller vers la mer, vers la montagne. Nicole Masson. Oui, c'est une sorte de revanche. Je crois que toute cette période, c'est le début des loisirs, d'apprendre ce que c'est que les loisirs. C'est une manière de populariser, c'est le terme qu'utilise le Front populaire plutôt que démocratiser. Je trouve d'ailleurs que c'est un terme plus juste. Le début de l'éducation populaire aussi. De populariser, voilà, à la fois le sport,
qui est à l'époque encore réservé beaucoup à des élites, et puis une vraie forme de culture, et d'essayer justement de ne pas embrigader la jeunesse dans des loisirs qui seraient paramilitaires. C'est ce que font les gouvernements voisins en Italie, en voilà. Allemagne. Et ça, c'est vraiment une chose qui mène le combat de Léo Lagrange, c'est de proposer des voies variées à la jeunesse et de ne pas vouloir l'embrigader, la caporaliser, dit-il, dans des loisirs obligatoires en quelque sorte. Je voudrais insister sur un point pour prolonger cette réflexion, c'est parfois le fait qu'on oublie deux catégories qui sont fondamentales dans ces mouvements et dans ces réformes, ce sont les femmes et les étrangers. Parce que la participation des femmes au mouvement de grève, et notamment non seulement les ouvrières, mais les employés, est tout à fait important. Donc, pour la première fois, on voit des grands magasins en grève, les demoiselles des Galeries Lafayette. Les midinettes. Comment ? Les midinettes. Les midinettes, les ouvrières, et elles font partie des nouvelles conventions en tant que telles. Du point de vue du salaire, il est prévu que les salaires des femmes seront relevés plus que celles des hommes, parce qu'elles font partie des plus bas salaires. Et elles vont voter aux élections pour les représentants, les délégués d'ateliers ou les délégués professionnels. En quelque sorte, les femmes vont exprimer leur point de vue et leur citoyenneté dans la société, dans l'économie, avant d'avoir le droit de vote politique qui n'arrivera que plus tard. D'ailleurs, c'était une promesse de Léon Blum, pas de droit de vote pour les femmes en 1936. Bon, il y a 3 sous-secrétaires d'État femmes pour la première fois, mais elles sont sous-secrétaires d'État, elles n'ont pas le droit de voter. Mais c'est un acte politique. Est-ce que ça, c'est pas le talon d'Achille du Front populaire ? Il a promis le droit de vote aux femmes et il l'a pas accordé. Non, mais c'est révélateur de l'alliance avec le Parti radical, ce qu'on disait tout à l'heure. D'une certaine façon, le Parti radical n'en voulait pas. Voilà, le prix à payer dans cette alliance, c'était... Les femmes seraient dirigées par les curés, selon eux. Notamment cela. Et je voulais juste évoquer aussi la question des ouvriers étrangers. La France était le grand pays de l'immigration. L'extrême droite avait fait toutes ses campagnes sur des termes de xénophobie. On avait raccompagné, entre guillemets, près de 500 000 ouvriers depuis le début de la crise qu'on avait expulsés. Or, ces ouvriers étrangers vont participer aux grèves, aux mouvements sociaux. Il y a un mouvement de naturalisation, limité mais qui est important, et qui est donc aussi un moment d'intégration d'une partie de cette population étrangère dans la société française. Et de ce point de vue, on a un nouveau patriotisme, si vous voulez, l'idée de la nation qui a été récupérée ou réappropriée par la gauche, c'est une idée de la nation ouverte, patriotique et pas nationaliste. Ça n'est pas sans importance pour les années suivantes, y compris la résistance, parce que cette tradition du Front populaire nourrira une conception patriotique de la résistance. Le Front populaire, ça dure un an, simplement, 36, 37. Est-ce que c'est un échec ? Un échec politique ? Ou est-ce que c'est un échec économique, social ? C'est pas un échec. C'est un échec politique, si l'on conçoit que la victoire politique, c'est la durée. Au bout d'un an, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant une alliance qui est faite. C'est des facteurs internes ou c'est des facteurs externes ? Internes. Externes, bon, il y a eu une première... La guerre d'Espagne aussi. Oui, mais la guerre d'Espagne n'a pas provoqué la rupture, puisque le Parti Léon communiste... Blum n'était pas pour l'intervention. Le Parti communiste favorable à l'intervention. Blum était favorable, il ne pouvait pas. Pourquoi ? Parce que les radicaux étaient absolument contre. Les communistes... Il laissait passer des arbres, mais on n'intervenait pas. Oui, mais les communistes n'ont pas voté contre la politique extérieure. Ils se sont abstenus pour préserver, précisément, le Front populaire. Donc ce sont les radicaux qui ont flanché, disons une partie des radicaux, parce que c'est un parti extrêmement hybride, qui n'est pas homogène, qui représente certainement les classes moyennes, la petite paysannerie aussi, les artisans, les commerçants, les petits commerçants. Or, il y a évidemment une réaction qui s'est produite au Parti radical après la législation de juin 1936. Ça coûtait trop cher pour une grande partie de la clientèle radicale. Donc, dès juin 1936, on sent, n'est-ce pas, que le Front populaire va être menacé. Et un an plus tard, au Sénat, Joseph Caillaux a raison du gouvernement de Léon Blum. Alors, Georges Buffet, c'est pas un échec pour vous ? Non, mais c'est pas un échec au plan des acquis sociaux.
Parce que toute l'histoire ensuite des luttes sociales, des points marqués, vous racontiez l'histoire des semaines de congés payés, c'est à partir de là que s'ajoutent des choses. Les horaires diminuent, les congés payés augmentent, donc c'est quand même un marqueur au niveau des acquis sociaux. Et j'ai envie de dire de la négociation interprofessionnelle, des accords collectifs, etc. Donc on ne peut pas parler d'échec. Échec politique au sens, oui, il y a cette rupture avec le départ. Bon. Mais c'est pas un échec de la politique, parce que c'est quand même une période aussi où on voit cette capacité, notamment du Parti communiste, de chercher ce rassemblement, de faire des concessions, j'ai envie de dire, même pour obtenir ce rassemblement contre le fascisme. Cette capacité d'un gouvernement à prendre en compte le mouvement social et à le transformer dans des tests législatifs. Et j'ai envie de dire que c'est une belle période politique, quand même, cette année du Front populaire. Cela dit, quand même, il y avait dans les difficultés du Front populaire un problème que la gauche a dû affronter à plusieurs reprises, c'est-à-dire la combinaison entre des réformes sociales avancées et les moyens économiques pour les financer. Et cette question s'est reposée à la Libération en tenant compte justement de l'expérience du Front populaire, puisque Léon Blum dit il faut faire la pause, des réformes très vite, parce que les moyens financiers manquent, qu'une partie de l'argent dès l'été 36 est parti en Suisse, et qu'il y a des phénomènes de réaction, de sabotage, et le financement de ce programme de Front populaire s'est posé comme un problème qui est un problème durable d'une politique économique au niveau des objectifs sociaux. J'ajoute aussi que le Front populaire a été aux prises avec une contradiction, à savoir que l'antifascisme, c'était aussi la défense de la France face à Hitler, et qu'il fallait réarmer. Ce qu'a fait Léon Blum, contrairement à ce qu'on a dit. Au mois d'octobre, n'est-ce pas, quand on passe au budget de l'année suivante, il y a eu une augmentation du budget de la défense nationale sensible, considérable, qui a été du reste une des causes de la pause, parce que la contradiction existait entre la nécessité de réarmer et d'autre part la nécessité, la volonté d'aller plus loin, n'est-ce pas, dans la législation sociale. Pour revenir à aujourd'hui, est-ce que vous voyez une relève à l'esprit du Front populaire aujourd'hui ? Ce qui est très frappant, c'est qui l'incarne, Nicole Masson. Ce qui devrait inspirer les politiques de tous bords, c'est l'efficacité quand même et la rapidité d'exécution du Front populaire. C'est-à-dire qu'en aussi peu de temps, faire passer autant de lois d'une manière vraiment rapide. On a beaucoup légiféré. Les accords Matignon, si on lit, il n'y a pas 152 pages. Enfin, il y a des cadres qui sont donnés et qui sont très forts et qui sont votés très rapidement. Je crois que c'est 12 lois en 24 semaines. Donc, cette espèce de lenteur aujourd'hui de la politique, de manière générale, du pouvoir politique, est très étonnante quand on se reporte à ces années-là. Moi, je dirais, faisons attention de ne pas vouloir recréer à l'identique, voilà, parce que beaucoup de partis font référence. L'histoire ne se répète pas. Non, mais encore ce week-end, on a beaucoup parlé du Front populaire, et c'est bien, et c'est un beau terme, et c'est une belle idée. Mais regardez, vous avez évoqué les 3 grands partis de la gauche à l'époque du Front populaire. Regardons aujourd'hui le rapport de la population avec les partis politiques, le rapport de la population avec la politique, avec les. Bon, donc il faut automatiquement la place des citoyens et des citoyennes dans une réponse de gauche et un mouvement un mouvement social donnera plus de place à l'action citoyenne, je le pense. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle vos derniers ouvrages, Michel Vinocq, Le Front populaire expliqué en images aux éditions du Seuil. Serge Volikoff, Le monde du Front populaire, édition du Cherche Midi. Enfin, Nicole Masson, Les victoires du Front populaire aux éditions du Chêne. Merci à vous 4 d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro de Droite Suite avec son documentaire et son débat. Bye bye.